Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle visioconférence de l'App-Sirène. Ce soir, on accueille l'ASTN, avec qui on va discuter d'un sujet un peu particulier, qui est la Snowball Earth. Donc, je vais laisser les différents intervenants se présenter. On peut commencer par Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonjour, je m'appelle Nicolas Paris, je suis président de l'ASTN, donc l'association Licence de la Terre de Nantes. Et aussi, nous sommes accompagnés de Jamy. Jamy, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Jamy Ragnaud, je suis le trésorier de l'ASTN de l'Université de Non, Nantes. tu n'es pas le trésorier de l'Université de Nantes, mais tu es le trésorier de l'ASTN. Très bien. Bon, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais commencer par une petite présentation de l'App-Sirène, qui est l'asso qui organise ces visioconférences. L'App-Sirène, qu'est-ce que c'est? C'est une association étudiante maker de l'Université de Nantes qui existe depuis 2017. Alors, elle fait grosso modo des projets sur le campus sciences et techniques à Nantes. L'action centrale de l'association, c'est d'accompagner des porteurs de projets autour des technologies, alors des sciences humides, la biologie, l'environnement, la chimie, et de la culture scientifique et technique. On a une activité à la fois d'accompagnement et de conseil des porteurs de projets, mais aussi une activité de projet collectif, dont ces visioconférences font partie, afin de continuer à avoir une activité pendant le confinement. Je vais demander à nos deux intervenants maintenant de présenter à leur tour leur association qui est la STN. Attention. Jamy, je te laisse commencer. Ou tu veux que je commence? Eh bien, l'ASTN... Bon, je suis parti pour commencer, donc je vais continuer. L'ASTN, c'est l'Association des sciences de la Terre de Nantes. On va faire plus particulièrement tout ce qui va être sorti, où on va emmener aussi nos membres à des bourses aux minéraux. On existe depuis 1998. Nous sommes séparés de l'association des sciences naturelles. Et vous pouvez nous retrouver à l'Université de Nantes, tout au bout du bâtiment 5, dans le même local qu'eux. Voilà. Non. J'ai pas le texte sous les yeux. Et donc, ce soir, ensemble, on va parler d'un sujet un peu étrange, je dois bien l'avouer. Enfin, pour moi, en tout cas, il est étrange. C'est la Snowball Earth. Alors, est-ce que vous pouvez commencer juste par nous introduire rapidement qu'est-ce que c'est la Snowball Earth? Je pense que je vais commencer. Alors, la Snowball Earth, donc si on s'adresse un petit peu déjà à son histoire, en fait, cette théorie, elle apparu en 1900. On a trouvé en fait des dépôts glaciaires un petit peu partout sur la surface de la Terre. Et on s'est dit, en fait, du coup, la personne qui les a trouvés s'est dit que la Terre était recouverte entièrement de glace. Donc, c'est quelque chose qui paraît quand même assez fou. Parce que, voilà, c'est-à-dire que tous les océans sont gelés, tous les continents sont recouverts de glace, etc. Et du coup, en fait, c'est une théorie qui a été abandonnée parce que, en fait, il y avait... Le problème, c'est qu'il a trouvé des sédiments qui étaient glaciaires en Australie. Et vu qu'ils étaient en Australie, ils se sont dit, c'est pas possible d'avoir des choses qui sont glaciaires. Et en même temps, il y avait beaucoup de choses qui collaient pas au niveau des latitudes. Mais enfin, on va pas rentrer dans les détails. Et du coup, c'est une théorie qui a été abandonnée pendant un bout de temps parce qu'on connaissait pas encore la tectonique des plaques et qui, après l'émergence de la tectonique des plaques, est en fait réapparue parce que du coup, ça permettait d'expliquer des cohérences qu'on trouvait donc, entre des dépôts glaciaires aux quatre coins du monde. D'accord, mais alors, le fait que cette hypothèse ou cette théorie sous-entende qu'à un moment ou un autre, la Terre ait été recouverte de glace, c'est ce qui lui donne son nom de Snowball, la boule de neige. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, Nicolas, ou même Jamy, quelles sont les caractéristiques de cette théorie et est-ce qu'elle pourrait impliquer? Tu veux intervenir, Jamy? D'accord. Du coup, au niveau de cette théorie, il y a différentes choses qui s'impliqueraient. Du coup, si la surface de la Terre elle est recouverte elle est recouverte de glace, ça implique par exemple qu'il n'y a plus d'échange qui va s'effectuer entre l'atmosphère et les océans. Donc, ça veut dire qu'en fait, les océans, au fur et à mesure que, plus en même temps, évidemment, c'est-à-dire que la photosynthèse ne va plus pouvoir avoir lieu, puisque du coup, les organismes qui se trouvent juste au-dessous, enfin, qui se trouvent normalement à la surface, vont, pour une grande partie, vont périr. Et du coup, ce qui fait qu'au final, les océans deviennent de plus en plus anoxiques, c'est-à-dire que le dioxygène va disparaître.
Une autre implication que peut avoir la snowballers, c'est le fait qu'on va plus avoir de weathering sur les continents, c'est-à-dire on va plus avoir d'érosion chimique sur les continents parce que les conditions, à partir du moment où on va avoir une température qui est trop faible, il y a peu de précipitations, et quand il y a peu de précipitations, vu que c'est les précipitations qui sont le facteur principal pour l'érosion des continents, eh bien, ça va très fortement limiter l'érosion des continents, ce qui va jouer un rôle donc, qui va empêcher par exemple la formation de carbonate, etc. Une autre implication, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi évidemment, pour pouvoir geler la Terre sur une période aussi importante, il faut plusieurs millions d'années. C'est pas du jour au lendemain. Et pareil aussi, du coup, à cause d'un phénomène qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire en fait c'est la réflexion des rayons donc, incidents du Soleil par la Terre, par la surface de la Terre. Ce qu'il y a, c'est que la glace va avoir un albédo qui va être particulièrement important, c'est-à-dire qu'elle va fortement réfléchir les rayons du Soleil. Et du coup, ça va entraîner un fort refroidissement de la Terre. Et ce fort refroidissement de la Terre va faire que c'est très difficile en fait de sortir d'une snowballers. Et du coup, il faut avoir un dégazage très important pour pouvoir en fait pallier à l'albédo. Voilà. Tu as des choses à rajouter, Jamy? Peut-être des choses à préciser, oui. Tu as effectivement parlé du fait que si la température baisse, nous n'avons plus de précipitations, mais c'est pour une raison toute bête que tu n'as pas expliquée, c'est que l'eau qui est censée pleuvoir est une forme de glace. Nous avons des icebergs partout sur la planète, donc forcément, le niveau de la mer va baisser, il n'y a plus d'évaporation, et donc il n'y a plus de pluie. Et j'avais pensé à un autre détail tout à l'heure, mais c'est pas grave. Alors je crois, Nicolas, que tu as des petites images à nous diffuser. Est-ce qu'on les met maintenant ou... Ouais, je pense que c'est pas mal de commencer avec ça. C'est parti. Et on commence par une jolie vue de la Terre. Alors là, est-ce que c'est une vision d'artiste ou c'est une photo réaliste? Ça, c'est du coup, c'est pas une vision d'artiste. En fait, ça, c'est comment dire, une image qui a été faite par la NASA en fait c'est une simulation en fait faite par la NASA justement pour ce modèle. D'accord. Donc si la Terre à un moment de son histoire a été gelée, elle ressemblerait vue de l'extérieur, entre guillemets, voilà, de l'extérieur, vue de l'espace. D'accord. Et alors, littéralement, tu précisais quelles les caractéristiques éventuelles de la snowballers, mais alors quelles en seraient les causes éventuelles? Comment c'est arrivé? Et surtout aussi, à l'inverse, c'est que, comme tu précisais avec l'albédo, que c'est difficile d'en sortir, c'est comment on en est sorti si cette situation a existé? Jamy, tu veux entamer les festivités ou je commence? Je peux parler des éventuelles causes d'une snowballers. Alors, la snowballers peut avoir différentes origines et il y a beaucoup de théories à ce propos-là, puisque la snowballers, elle aussi, est une théorie. Donc, c'est des théories de théories. Les théories principales seraient en rapport avec... Ok, alors, par exemple, du coup, on va d'abord parler des causes. Les conséquences, je pense qu'on verra ça après avoir vu le pour et le contre. J'aimerais bien que... D'accord. Du coup, au niveau des causes, il y a différentes choses. Par exemple, en fait, alors, c'est pour ça que je vais changer la diapositive. Alors, celle-ci, ce qu'on peut voir, en fait, donc, ça, c'est pas une vue d'esprit. Il y a beaucoup de ces éléments qui indiquent ça. C'est qu'à cette époque, les continents, comme on peut le voir, en fait, se trouvaient surtout au niveau de l'équateur. C'est-à-dire que la majorité des masses continentales est au niveau de l'équateur. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'équateur, c'est là où on va avoir le plus de précipitations. Enfin, si on fait de l'actualisme, qu'on considère comme aujourd'hui, qu'à l'époque ça se passait comme aujourd'hui, on va avoir beaucoup de précipitations qui vont être au niveau de l'équateur. Et comme du coup on en avait parlé au début, plus il va y avoir de précipitations et plus ça va favoriser l'altération chimique. Donc, il va y avoir plus d'altération chimique qui va être donc qui va être au niveau de l'équateur. Et ce qu'il y a en fait, c'est que l'altération chimique va avoir pour conséquence de piéger du CO2. Quand tu dis altération chimique, c'est les pluies qui viennent grignoter les roches. C'est ça, voilà. Et justement, en fait, c'est favorisé par la vie qui est présente. La vie, ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va donc former des acides grâce... alors, je reprends du début, parce que je sais... Je t'en prie. Alors, quand les précipitations vont arriver dans l'atmosphère,
elles vont se charger en CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et vont ensuite après donc déposer du carbone qui est dissous que la vie va pouvoir utiliser pour pouvoir donc former de l'acide carbonique. Et cet acide carbonique va altérer les roches, va les détériorer. Et ensuite, l'eau, donc en ruisselant, va pouvoir transporter des produits d'altération jusque dans les océans. D'accord, et c'est ce qui forme les limons qu'on a dans les cours d'eau. Voilà, oui, c'est ça. Et notamment en plus, une des choses qui va être transportée, c'est par exemple du calcium. C'est tout un tas, il va y avoir donc des alcalins, il va y avoir du calcium, c'est tout un tas d'ions. Et en fait, par exemple, l'ion comme le calcium va pouvoir réagir avec le CO2 pour former du carbonate de calcium, ce qu'on appelle couramment le calcaire. Et du coup, en fait, ça va faire que le CO2 va être capturé sous la forme de calcaire quand l'eau va ruisseler. Donc ça va se mettre au fond des océans. Et du coup, ça fait qu'à terme, puisqu'on va tout le temps récupérer le CO2 de l'atmosphère pour le cacher en fait dans les océans, sachant qu'en plus après au niveau des océans, il y a un cycle, il y a une sorte de tapis roulant en fait des océans qui fait que le plancher océanique va au bout de 200 millions d'années en fait va venir il va venir se régénérer en fait. Au niveau des zones de subduction, il y a le plancher océanique qui va passer et qui va venir qui va aller dans le manteau, et en allant dans le manteau, on va avoir piégeage du calcaire. D'accord. Et donc du coup, ça c'est une chose. Donc il va y avoir un des gros effets en fait du coup de l'altération, donc qui va donc entraîner une diminution de la température. Et à cela, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en même temps, puisqu'il y a une diminution de la température, il va y avoir formation de glace, et la formation de glace va augmenter l'albédo. Donc ça va avoir un effet, ça va faire une boucle de rétroaction positive qui va du coup entraîner encore plus de glaciation. Et en même temps, en plus, ce qu'il y a, c'est que puisqu'il va y avoir donc une plus faible température, l'air va être plus froid, et l'air étant plus froid, il va être moins capable d'absorber en fait d'eau. Il va y avoir moins d'eau, il va y avoir moins d'humidité dans l'air, ce qui fait que ça va empêcher la formation de nuages. Et c'est-à-dire que s'il y a encore moins de nuages, il va y avoir encore plus de réflexion de la part de la glace, et donc du coup ça va encore plus renforcer la glaciation. Donc c'est comme ça qu'on va voir, c'est avec des boucles en fait de rétroaction positive qu'on va vraiment arriver à faire geler la Terre entièrement. Et il y a aussi une cause qui est d'origine du coup extraterrestre. Peut-être Jamie, tu viendras en parler. Effectivement, il y a une possible cause qui serait extraterrestre. Enfin, il y en a même plusieurs d'ailleurs. Mais la première dont je vais parler, en fait, ce serait des nuages de poussière qui viendraient perturber les rayons incidents du Soleil. Et donc, la Terre serait d'office moins éclairée. Et donc, moins éclairée, moins de chaleur. Et moins de chaleur, plus de glace. Il y en a une deuxième aussi, on en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est l'axe de la Terre qui serait un peu plus penché que celui d'aujourd'hui, ce qui fait que la Terre recevrait beaucoup moins de rayons à cette époque. Époque d'ailleurs que nous n'avons pas située. Je viens de m'en rendre compte. Ouais. Et donc, la Snowballers, en fait, avait lieu il y a quelque chose entre moins 750 et moins 630 milliards d'années, pardon. Il y a très, très, très longtemps. Alors, vraiment, pour être sûr, moi, dans ma tête, je savais que la Terre, elle avait 4,5 milliards d'années. Ouais. Du coup, ça veut dire, on est à quelle période de sa vie? Millions. On est... tu veux répondre? Je te laisse la parole. Oui. Du coup, on était dans une ère dans un néon qu'on appelait le précambrien, l'ère qui était le protérozoïque, et donc la zone très particulière dont on va parler, la Snowballers, se trouve dans le néoprotérozoïque. C'est des noms très spécifiques, mais c'est ce qu'il faut pour définir l'âge de la Terre. On a une première question dans le chat qui nous demande, parmi les grandes crises d'extinction, la première était une période de glaciation, induisant l'extinction de 85% de la biodiversité. Cette hypothèse peut être liée à cette première crise, ou est-ce que ça n'a aucun lien? Du coup, ces glaciations, du coup, elle n'est pas en relation avec l'autre, avec du coup celle que tu évoques. Toi, tu évoques la glaciation du coup Permo-Trias, qui a lieu du coup 250 millions d'années, voire même plus après. Enfin, ça dépend de. D'accord, c'est vraiment pas les mêmes époques. Alors, pour essayer pour les personnes qui nous regardent, de situer un petit peu comment pouvait ressembler la Terre à ce moment-là, on a cet agglomérat de continents. Est-ce qu'il y a de la vie qui est déjà présente? Alors oui, il y a de la vie. Tu veux parler, Jamie?
ou, Ben, je vais en parler alors. La vie qu'il y avait à l'époque, c'était vraiment sur des tailles microscopiques. On parle vraiment sur des organismes unicellulaires et sur les tout premiers organismes multicellulaires. C'est d'ailleurs ce qui aurait permis la prolifération de ces organismes multicellulaires. C'est-à-dire qu'un organisme unicellulaire qui se retrouve piégé dans la glace, bah, il est mort, quoi. Mais il est Si un congelé. organisme multicellulaire, ouais, il est congelé et donc il ne vit plus. Un organisme qui a plein de couches de cellules autour de lui. Bah, les cellules qui sont en contact avec la glace, elles meurent, Mhm. mais l'intérieur, il continue à vivre. Mhm. Et donc, forcément, ça va faire un tri qui s'appelle la sélection naturelle, Darwin. Et c'est comme ça que les multicellulaires auraient plus survécu que les autres. Mais c'est D'accord. une théorie aussi. Alors, tout à l'heure, Nicolas nous introduisait justement le paysage en disant que la situation sur laquelle on est, c'est cet agglomérat de continents. Alors, sur l'image où on les indique comme cratons. Donc, les cratons, c'est le nom qu'on donne à ces à ces anciens continents. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que c'est les morceaux verts qui sont indiqués comme étant 1,1 GA Belt alors, je suppose que Belt, ça veut dire ceinture. Hein. Ouais. Ça, c'est. Alors, je t'avoue que j'ai pas été chercher de définition. A priori, ce serait sans doute des dépôts qui seraient plus récents. Enfin, non, je sais. C'est des zones de collision en fait qui datent justement de l'époque de la Rodinia. D'accord. Alors, tu nous disais justement dans cet agglomérat de continents, qu'est-ce qui a déclenché le refroidissement? Jamie mentionnait peut-être un changement d'inclinaison de la Terre. Alors, du coup, pour le refroidissement, il y avait la position équatoriale des continents qui, du coup, favorise l'absorption du CO2, ce qui va donc être le starter, on va dire, pour une formation formation de glace qui va du coup permettre d'augmenter l'albédo. Et du coup, c'est vraiment la boucle de rétroaction positive qui va se mettre en place. La fixation du CO2 réduisant l'effet de serre, du coup la température globale diminue progressivement jusqu'à ce que les autres systèmes de rétroaction positive, comme tu le mentionnais, s'activent. D'accord. C'est ça. Il va y avoir aussi le méthane qui joue un rôle. Après, au niveau c'est surtout l'évolution du CO2 qui est utilisée pour pouvoir étudier ce genre de phénomène. Mais le méthane a probablement joué un rôle assez important à cette époque. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ça. Mm-hmm. Et aussi, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'avait dit Jamie sur la vie, sur les causes extraterrestres. Au niveau, du coup, pour les causes extraterrestres, les preuves qu'on en a, c'est que dans les dépôts glaciaires de cette époque, on va retrouver de fortes concentrations d'iridium. L'iridium, c'est du coup un isotope un atome qui est radioactif, et du coup avec des isotopes radioactifs. Et justement, c'est quelque chose qui est très peu présent à la surface de la Terre, et c'est pas normal d'avoir des concentrations aussi importantes. Par exemple, on peut retrouver par exemple de l'iridium de manière assez importante, c'est dans les cratères d'impact au Nouveau-Mexique, donc le Chicxulub, qui provient de l'impact il y a 65 millions d'années, celui qui a provoqué donc l'extinction des dinosaures. Et donc c'est quelque chose donc, qui est très similaire en fait, la présence d'iridium qui est d'origine extraterrestre. Ah, justement, on a une question de RDA dans le chat qui nous demande si de potentielles éruptions volcaniques auraient pu aider à la formation de cette Snowball Earth via des nuages de fumée ou de poussière qui pourraient empêcher les rayons solide de passer, ou alors est-ce que cela empêcherait ce phénomène à cause justement des hautes chaleurs dégagées pendant l'éruption? Est-ce que le volcanisme a eu un impact sur ce phénomène-là, et dans quel sens? Alors justement, c'est quelque chose du coup, qui a été étudié à Harvard en 2017. Et la réponse à ta question, c'est oui. Effectivement, en fait, il y a des études qui sont faites et il y a des suppositions dans lesquelles la stratopause, donc la stratopause, donc c'est-à-dire l'interface qui va y avoir entre l'atmosphère et la stratosphère, se trouve en fait et était plus basse. Et puisqu'elle était plus basse, ce qui se passait, c'est que des volcans qui étaient beaucoup plus importants que les volcans d'aujourd'hui, c'est vraiment des super volcans, ils étaient capables directement d'envoyer leur
tout, que ce soit les aérosols, les gaz à effet de serre, tout, d'envoyer directement ça dans la troposphère. Et en envoyant ça dans la troposphère, justement, j'ai un petit schéma sur ça. Vous le voici, le voilà. Et du coup, on envoie ça directement dans la troposphère. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu donc, de favoriser, donc là, ça c'est quand ça arrive dans l'atmosphère. Là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le rayon incident va être renvoyé par la surface de la Terre, il va être recapté normalement par les gaz à effet de serre pour réchauffer la Terre. Mais là, ce qui se passe, en fait, à la place de laisser passer ces rayons incidents, il va bloquer ces rayons incidents, ce qui va donc favoriser un refroidissement. Donc oui, justement, c'est vraiment une cause de refroidissement qui est étudiée donc, et très récemment, parce qu'en 2017, ça a été évoqué. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de dépôts de glaciation. Est-ce que pour les personnes qui ne seraient pas géologues comme moi, tu peux nous expliquer ce que c'est ces dépôts-là et quelles sont les informations qu'on peut en tirer? Alors, les dépôts glaciaires, du coup, c'est des sédiments. On peut par contre les identifier par rapport à leur forme, par rapport à leur apparence. Par exemple, justement, j'ai une diapositive sur ça. Tac. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est... Ce sont des cailloux. Mais on voit quand même que ces cailloux ont des stries. Et ça, du coup, ce sont des stries glaciaires. Et du coup, quand les stries glaciaires, c'est parce que de base, il va y avoir donc, un caillou qui va être coincé dans de la glace, donc dans des glaciers. Et les glaciers, en fait, un glacier, c'est fluide, ça va s'écouler dans le temps. Bon, c'est la glace, donc c'est dur quand on tape dessus. Mais quand elle laisse des millions d'années, et la glace elle va s'écouler doucement, tranquillement. Et en s'écoulant, à sa base, en fait, elle va avoir des morceaux de roche. Et ces morceaux de roche, en fait, vont venir strier la surface des roches qui forment le socle. Et du coup, donc ça, c'est vraiment une structure qui est typique des dépôts glaciaires, enfin de la présence de glaciers. Et un autre dépôt glaciaire qui est celui-ci, qu'on appelle aussi les galets de délestage. Ça, donc, du coup, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que au sein d'une granulométrie qui va être très très fine, enfin voilà, on voit donc un dépôt d'argile ou alors de limon. Enfin, on peut pas déterminer. Là, on n'a pas une bonne échelle. On va remarquer du coup des dépôts qui vont être beaucoup plus gros. Enfin voilà, on a l'échelle qui est donnée par la pièce, qui sont beaucoup plus gros. Et pour avoir une granulométrie qui soit aussi importante, alors qu'on est entouré que par des argiles, par des siltes, c'est qu'il y a forcément quelque chose de très visqueux qui a été l'emporter aussi loin. Et donc là, évidemment, on va plutôt utiliser l'argument des glaciers. Là, l'image que tu nous présentes, ce sont en fait la situation géologique après plusieurs centaines et milliers d'années de déposition de sédiments en dessous un glacier ou dans des cours d'eau? Là, ce serait dans de l'eau. D'accord. En fait, les galets de délestage, du coup, oui, j'ai oublié de préciser, un galet de délestage va tomber en fait du glacier. Normalement, il est embarqué par le glacier. Et lorsque le glacier va commencer à fondre, il va y avoir donc les morceaux de roche qui étaient bloqués à sa base, qui vont venir en fait tomber et donc venir tomber dans les fonds de l'eau. D'accord. Et du coup, ça délaisse le glacier. Alors, ça sont les causes probables, mais du coup, de ce que tu nous présentais, c'est que ça va aller en s'empirant vu que les boucles de rétroaction vont apparaître. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'à un moment, ça s'est inversé. Oui. Et comment, du coup, comment l'inversement s'est mis en place? Alors, pour ça, peut-être que ce serait bien de voir un peu le pour et le contre de cette théorie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des éléments qui peut-être tiennent en faveur ou en défaveur? Et ensuite, après, finir justement par dire s'il y a cette théorie, dans ce cas, donc, comment est-ce qu'on peut en sortir. Du coup, Jamie, je te laisse commencer la partie. Très bien, ok. Du coup, comme Nicolas le disait, la snowball c'est une théorie. Donc, comme c'est une théorie, il est possible que la fin soit possible ou pas. Je m'explique. Pour qu'il y ait une snowball il faut, comme il l'a dit, des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que plus il fait froid, plus il va faire froid. Et donc, il va falloir une énergie quand même colossale pour pouvoir refaire fondre tout ça. Et donc, des scientifiques se sont amusés à calculer tout ça. Et il faudrait
près de... Attends, combien de fois la quantité de gaz à effet de serre qu'on a sur Terre en ce moment? T'opposer à Nicolas? Dans ce cas, il faut, donc d'après des études qui ont été faites, des modèles, on serait sur des quantités qui seraient 225 à 350 fois le taux de CO2 actuel pour pouvoir avoir un réchauffement climatique un effet de serre qui soit suffisant pour pouvoir combattre l'effet de l'albédo et pouvoir entraîner une déglaciation d'un bandeau équatorial, et ce qui favoriserait ensuite, après, du coup, la déglaciation du reste de la planète. On a une question dans le chat où on nous dit mes cours de géologie remontent à loin, mais l'apparition des stries que tu présentais dans les dépôts glaciaires n'est pas due à de l'eau qui s'est infiltrée dans la roche puis s'est solidifiée en induisant ces stries. Ah, je pense que la personne qui nous pose la question confond les. Est-ce que tu peux nous remettre l'image des dépôts glaciaires? Oui. Est-ce que tu peux nous indiquer justement sur ces dépôts quelles sont les stries dont tu parles et quelles sont éventuellement les fissures qui sont sur l'image? Alors, là, je veux relire la question parce que qui s'infiltre dans la roche puis solidifie en induisant des stries. Alors là, j'ai l'impression que ah oui, d'accord. Non, oui, d'accord, c'est bon, je revois. Ok. Alors là c'est une nature qui est tout autre. Là, donc vraiment, il s'agit de stries glaciaires, donc c'est bien un glissement. Donc, les stries glaciaires, ce que tu appelles les stries glaciaires, c'est les petits traits, comme si on avait rayé la roche, entre guillemets. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Ce ne sont pas les fissures qui la traversent. C'est ça. Vite fait, je pense que tu fais référence au processus de diagenèse. Quand on va enfouir du sédiment, ce qui va se passer, c'est que ça va se tasser. Et ce qui peut se passer, en fait, c'est que les sédiments, ils peuvent être hydratés. Et dans ce cas, en fait, l'eau qui est donc piégée en fait, entre les sédiments, à cause de la pression, va se mettre à remonter. Et en remontant, en fait, elle peut entraîner des fissures de la roche pour pouvoir ressortir. C'est peut-être ça dont tu parles. Je pense qu'il fait simplement référence au fait que quand de l'eau se met dans une petite fracture et qu'elle gèle, ça va juste casser la roche. C'est juste de l'érosion naturelle. Mais là, on n'est pas du tout ce phénomène-là. On parle bien d'un phénomène de... Je disais rayure, mais Jamie me disait, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si le glacier a frotté deux cailloux les uns sur les autres et ça les a rayés. D'accord, excusez-moi de vous avoir interrompu. Pour donner une image, pour préciser à cette personne, c'est comme si le glacier, c'était du miel. Et dans ce miel, on a des gros morceaux qui vont au fur et à mesure couler au fond. Et une fois qu'ils sont sur le fond, ils sont quand même emportés par le miel. Et donc, ça va rayer le fond. Tout doucement, mais ça va le rayer quand même. D'accord. Pour revenir sur notre sujet, sur la question du CO2, on a une nouvelle question de RDA qui nous dit mais on ne retrouverait pas des traces de cette quantité de CO2 si elle a vraiment eu lieu et dans les calottes glaciaires ou est-ce que ce phénomène serait trop vieux pour qu'on en retrouve des traces? Vu que la quantité de CO2 que tu précisais est incommensurable. Alors, le truc, justement, enfin, c'est du coup un petit peu du spoil par rapport à des arguments que je voulais apporter plus tard. Mais du coup, en fait, déjà, l'objectif d'avoir autant de CO2, c'est de faire fondre la glace. Donc, on peut pas enregistrer ce CO2 dans la glace. Donc, déjà, ça, c'est impossible. Et donc, du coup, par contre, on peut l'étudier avec, notamment, il y a des études qui peuvent être faites sur des isotopes du bore qui ont été faites, notamment dans des carbonates. Il y avait des traces de bore et qui permettaient de donner des indications et qui tendaient à montrer qu'à cette époque, le taux de CO2 n'était pas du tout de 350 fois celui actuel, il était plutôt de 3200 à 400 ppmv. Alors, pour poser une référence, aujourd'hui, on est à 412 ppmv. Qu'est-ce que c'est un ppmv? Donc, c'est des parties par million. Donc, c'est une quantité de bore. Une concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et du coup, au final, si on se rapporte ça en pourcentage des gaz atmosphériques, aujourd'hui, donc on a 0,04% de CO2. Là, par contre, si du coup, on était à 350 fois la valeur, je n'ai plus le calcul en tête, mais je sais qu'il y avait des indications comme quoi le CO2 aurait fait 13,5% des gaz atmosphériques, ce qui est juste colossal. Et il viendrait d'où ce CO2? Du coup, là, le CO2 serait provenu de forts dégazages par les volcans.
D'accord, donc en fait, les volcans, alors c'est assez contradictoire, ils ont pu, par leur éruption, participer à l'effet de serre, à la glaciation, mais ils ont aussi pu être la solution pour la déglaciation. Oui, exactement. En fait, ça dépend du type de volcanisme. Soit le volcanisme va directement, enfin, soit on va directement pouvoir envoyer les gaz en dehors de la troposphère, et donc on va faire une couche protectrice de la Terre qui va donc empêcher l'arrivée des rayons du Soleil. Soit au contraire, on va donc libérer les gaz à effet de serre qui vont se balader dans l'atmosphère et donc qui vont favoriser l'effet de serre. Donc c'est vraiment deux volcanismes qui sont totalement opposés. Et du coup, c'est pour ça que l'étude du volcanisme, c'est très compliqué en fait de savoir quelle est à chaque fois quelle est l'implication en fait du volcanisme. Et donc du coup, dans les autres éléments qui seraient en faveur ou en défaveur, qu'est-ce qu'on a? Jamy, est-ce que tu voudrais parler des fers rubanés ou Ok, je peux parler de ça. Donc, comme on l'avait dit plus tôt, dans l'océan, sous la glace, on n'a plus d'oxygène. Enfin, on a beaucoup moins d'oxygène. Mais cet oxygène qui était présent avant que tous ces organismes qui généraient de l'oxygène meurent, il n'est pas disparu nulle part. Il y a ce qu'on appelle tout autour de la Terre des Banded Iron Formation. On peut les appeler des BIF, pour faire plus simple. Ce sont littéralement des bandes de fer qu'on va retrouver partout, et c'est du fer quasiment pur. C'est ce qui va même composer la majorité des gisements du minerai aujourd'hui. Et donc, ce serait des ions fer de plus, si je me souviens bien, qui étaient dissous dans l'eau et qui se sont retrouvés oxydés par tout le reste de l'oxygène qui restait dans l'eau. Et donc, ça aurait fait un dépôt de fer partout sur la planète. Et c'est ce qu'on retrouverait aujourd'hui pour prouver l'existence d'une Snowball Earth entre. Mais il y a plein d'autres raisons qui peuvent exister. oui. Tu peux rajouter un truc? Alors, du coup, pour rebondir sur, il y a quelque chose. Je pense que quand tu as dit qu'on pouvait en trouver partout sur la planète, tu faisais référence partout dans les océans. Je pense que vaut mieux qu'on éclaircisse ça parce que du coup, sinon, ça peut porter confusion avec les latérites. Parce que du coup, les latérites, en fait, c'est ce qu'on peut observer aujourd'hui à la surface des continents. Parce que donc, depuis 2,5 milliards d'années, l'atmosphère est devenue oxydante, c'est-à-dire qu'on a donc du dioxygène. Et ce dioxygène, en fait, va réagir directement avec le Fe2+, donc comme l'a dit Jamie, qui se trouve à la surface de la Terre, et va l'oxyder pour donner du Fe3+. Et le Fe3+, en fait, c'est pas stable à proprement parler. Il va venir, en fait, donc s'attacher avec de l'oxygène pour former du FeO, c'est-à-dire de l'hématite. Voilà, c'est un minéral, c'est la rouille. Voilà, d'accord, d'oxyde de fer. Voilà, l'oxyde de fer. Chimiste. Littéralement la rouille. Et donc, il se passe il se passe aujourd'hui dans l'atmosphère ce qui se passait dans l'océan à l'époque. Et justement, j'ai une diapositive sur la formation des bifs. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'étudier ça. Parce que ce qu'on peut voir, en fait, c'est que durant donc, la période qui va entre 1,8 et 1 milliard d'années, ce qu'on va voir, c'est qu'il ne va pas y avoir formation de bifs. Une réponse qu'on peut apporter, c'est qu'à partir de cette époque, donc à partir du coup de 2,5 milliards d'années, on va commencer à avoir un dégazage donc, à la surface des continents parce qu'il va y avoir beaucoup de dioxygène qui est produit donc, grâce à la prolifération de la vie. Et ce qui va faire qu'au final, tout le fer qui était donc, sur les continents et qui venait en fait qui venait rejoindre les océans va être oxydé sur les continents et donc ne va plus venir dans les océans, ce qui fait qu'on va avoir vraiment beaucoup moins de fer dans les océans et ce qui fait qu'au final, et de même aussi à chaque fois qu'on va avoir du fer qui va venir dans les océans, il va être oxydé par l'oxygène qui est déjà présent, ce qui fait qu'au final, le fer va se trouver les oxydes de fer vont être sous forme de traces et donc ne vont pas pouvoir former les bifs. D'ailleurs, je n'ai pas montré de photos de bifs, donc peut-être avant d'en parler un petit peu plus, voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut voir en fait des couches qui vont être d'oxyde de fer, donc ici, et avec des couches noires qui, elles, sont des couches qui sont silicatées. C'est des couches vraiment, donc c'est de la silice qu'on peut voir entre. Donc on voit des alternances en fait, entre des dépôts ferreux et silicieux.
Et donc, du coup, les bifs dont tu parles, là, c'est la petite zone rouge à côté du 1. C'est-à-dire que là, plus on va vers la droite, plus la Terre est alors, nous, grosso modo, on est au niveau du 4,5. Quel est l'axe? On va remonter le temps sur votre axe. Nous, on est au 0. D'accord. Voilà. Là, ici, en fait, c'est la formation de la Terre. Donc, c'est l'Archéen. Enfin, on a l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque. Et là, on arrive dans le Phanérozoïque, c'est-à-dire la période actuelle. Et donc, du coup, la période temporelle de cette fameuse Terre boule de neige, elle se situe où? La période temporelle de la Terre boule de neige, elle se situe du coup plutôt, elle se situe ici en fait, elle se situe au niveau des bifs. Et justement, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est du coup, comme l'a dit Jamy, en fait, pour pouvoir former des bifs, on a besoin de fer et d'oxygène. Lorsqu'on va avoir une Snowball Earth, on va avoir un océan qui va être anoxique. Vu qu'il est anoxique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Et comme il n'y a plus d'oxygène, le fer, donc le Fe2+, va pouvoir en fait se concentrer, donc va pouvoir vraiment, vu qu'il est, il est soluble, il va pouvoir se concentrer en fait dans l'eau. Et à partir du moment où il va y avoir une déglaciation, ce qui va se passer, c'est que à partir de ce moment-là, on va avoir un apport de dioxygène qui va pouvoir se faire. Et cet apport de dioxygène va permettre de faire précipiter en masse tout ce fer. Et donc pour former en fait les bifs. Et du coup, l'apparition des bifs serait donc liée à la fin en fait d'un épisode d'une ère glaciaire qui permettrait donc la précipitation en masse d'oxyde de fer. Alors, je vais juste préciser un petit truc. On a précisé que les océans étaient anoxiques et qu'à la fin, on se retrouve avec quand même de l'oxygène pour faire bouillir tout ce fer. Mais c'est quand même pour une raison toute bête qu'on n'a pas dite du tout, c'est qu'il y avait 5 km de glace au-dessus. Et donc, entre l'atmosphère où il y a l'oxygène et les océans, il n'y avait aucun contact. Oui, en fait, il y avait deux zones complètement quasiment étanches qui ne permettaient pas. D'accord. Oui. Voilà. Elles étaient complètement séparées. Mais en revanche, par contre, une critique qu'on peut faire avec voilà, donc la présence de bif est un argument qui est donc apporté en faveur de la Snowball Earth, mais en même temps, on peut le critiquer. Parce qu'en fait, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que normalement, les bifs devraient se former à partir du moment où on a une déglaciation. Et ce qu'on peut observer, c'est que c'est pendant la période en fait, pendant l'ère glaciaire qu'on va les trouver. Ce qui du coup n'est pas cohérent en fait. On devrait en avoir plus tard. Il devrait se former ici et non pas là. Et donc c'est pour ça qu'il y a un argument qui est donné, c'est que la Terre ne serait pas gelée intégralement, ce qui permettrait d'avoir quand même des échanges d'oxygène avec les océans pour pouvoir faire précipiter les bifs pendant la période, pendant l'ère glaciaire. Et du coup, ça c'est donc un argument qui est contre l'idée de la Snowball Earth. Voilà, donc, en fait, ça dépend comment est-ce qu'on interprète ce diagramme. Et est-ce que du coup, il y a d'autres arguments qui seraient pour, contre? Oui, effectivement. Un autre argument qui peut être en faveur de la Snowball Earth, c'est du coup des arguments qui vont être paléomagnétiques. Alors, il faut que je retrouve... Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est le paléomagnétisme? Alors, le paléomagnétisme, c'est le fait qu'on va se servir en fait du champ magnétique de la Terre pour pouvoir déterminer la latitude à laquelle se trouvait du coup une roche. Donc la latitude, qu'est-ce que c'est? Donc c'est quand on va se déplacer sur cette droite ou alors sur celle-là. Enfin, c'est savoir en fait à quel angle par rapport à l'équateur on va se trouver. Donc là ici on est au niveau de l'équateur, donc c'est une latitude 0. Donc là on va être à je sais pas comment division, on va dire 15, 30, 45, etc. Et du coup, en fait, on va, à l'aide du paléomagnétisme, déterminer où se trouvaient en fait les échantillons qu'on a pu prélever. Et du coup, il y a une étude qui a été faite. Donc là, c'est aussi donc, par des chercheurs de l'université de Harvard qui a été fait. Et donc, on peut voir ici le résumé de leur recherche. Ce qu'on peut remarquer, c'est déjà que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont données donc, sur au niveau de leurs résultats. Ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de points qui sont très petits, c'est-à-dire qui sont quelque peu fiables. On n'est vraiment pas sûr. Et du coup, question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est pas sûr? Alors, si c'est pas sûr, il y a deux raisons qui sont principales. C'est déjà au niveau de la date des dépôts.
est-ce qu'il date vraiment de l'ère glaciaire? Et du coup, le problème avec ça, c'est que du coup, à l'époque, donc on est au Protérozoïque, donc il n'y a pas encore de vie fossilisée, de vie minéralisée comme on la connaît. Donc on n'a pas nos fossiles stratigraphiques qui nous permettent de déterminer précisément à la million d'années près l'âge des dépôts, etc. On est obligé d'utiliser une datation qui est donc absolue à l'aide d'isotopes radioactifs. Là, en l'occurrence, je crois que c'était du strontium. C'est du strontium, je crois, qui a été utilisé pour la plupart. Donc, on sert du cycle de demi-vie en fait des éléments radioactifs pour déterminer en fait l'âge des dépôts. Et le problème, du coup, c'est pas très précis. Donc, du coup, déjà, il y a un problème d'âge, et il y a aussi du coup un autre problème qui est est-ce qu'il s'agit bien de dépôts glaciaires? Parce que du coup, on a dit qu'un dépôt glaciaire, ça se reconnaît facilement parce qu'il va être strié, parce que par exemple, il va y avoir une granulométrie qui va être très différente de ce qui va l'entourer. Mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est beaucoup plus difficile que ça de les différencier, parce que par exemple, une coulée de boue, par exemple, peut transporter des énormes blocs de roches qui vont strier le socle, comme peut le faire en fait un glacier. Et du coup, on peut confondre par exemple des roches qui sont striées par une coulée de boue et par celles qui sont striées par un glacier. Donc c'est compliqué de vraiment faire la différence. Donc c'est pour ça que dans ce diagramme, cette figure, on a en fait beaucoup de points qui sont à peu fiables, à peu près fiables. Sauf par exemple, il y a ici ce point-là là, en Australie qui est très fiable. Ils ont vraiment réussi, il me semble, c'est parce qu'ils avaient. Oui, c'est ça, c'est parce qu'en Australie, c'est en Australie qu'on va trouver pas mal de faunes qui sont très très vieilles et donc, du coup, en fait, qui datent, par exemple, de l'Édiacarien. Donc, c'est vraiment, ça commence à partir de 565 millions d'années, pardon. Donc, vraiment, en fait, on est à la toute fin, on est juste après, en fait, la glaciation. Donc, ça permet d'avoir une fourchette qui est très précise de l'âge des dépôts. Donc, déjà, on sait au niveau de l'âge qu'il s'agit bien d'un dépôt de cette époque. Et en même temps aussi, ils ont trouvé que c'était vraiment sûr à 100%, enfin presque sûr dans tous les cas, des dépôts qui étaient donc des dépôts glaciaires. Et donc, du coup, ça a été un prémisse, en fait, pour pouvoir dire que du coup, il est possible de geler donc jusque ici au minimum. Voilà, donc jusqu'à une latitude de 45, enfin même plus que 45 degrés, de pouvoir donc geler, la Terre. Après, on voit par exemple en Afrique et aussi en Amérique du Sud, on peut observer donc beaucoup de points, mais par contre, ils ne sont pas très fiables. Donc, il est possible qu'on ait gelé jusque ici, mais en même temps, vu qu'ils ne sont pas fiables, on ne peut pas être sûr. C'est ça le problème. Mais alors, tout à l'heure, tu nous disais qu'à cette époque-là, les continents étaient agglomérés. Est-ce que justement, cette dispersion des sites, elle ne pourrait pas être simplement expliquée par ça? Alors, justement, ce qu'il y a en fait, c'est que ces points, les points, donc là, ils sont placés sur un schéma qui va être actuel, parce que du coup, comment dire, en fait, ils sont placés sur le schéma actuel, mais les latitudes auxquelles ils se trouvaient à l'époque sont respectées. D'accord. Et du coup, à l'époque, ces points se trouvaient à cette latitude, à ces latitudes-là. C'est l'information que nous donne le paléomagnétisme, en fait. Ça nous donne là où était la roche à l'époque où elle a été, entre guillemets, stabilisée. Ouais. Et aussi, par contre, il y a une critique qui est faite et qui, justement sur l'utilisation des études paléomagnétiques, du coup, qui évidemment n'est pas, puisqu'ils se sont appuyés sur des études paléomagnétiques, donc ils n'ont pas critiqué cette méthode. Alors qu'il devrait. Mais du coup, en fait, le paléomagnétisme peut être critiqué, non pas pour les périodes actuelles, parce que dans les périodes actuelles, évidemment, ça ne semble pas beaucoup changer. Le problème, c'est qu'il s'agit donc de quelque chose qui date d'il y a plus de 600 millions d'années. Donc, il est possible que le champ magnétique de la Terre n'était pas tout à fait identique, ou alors, voire même qu'il y a aussi des théories comme quoi la Terre est refroidie plus lentement qu'on se l'imagine actuellement, et que du coup, en fait, le noyau est conservé beaucoup de cellules de convection. Et ces cellules de convection peuvent entraîner la formation d'autres pôles en fait, supplémentaires de magnétisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vue qui est dipolaire du magnétisme sur la Terre, mais il est possible qu'à l'époque, il y ait 4 pôles en fait, magnétiques.
Et ce qui fait qu'au final, dans ce cas, si c'était le cas, dans ce cas, notre utilisation du paléomagnétisme ne fonctionnerait pas. Donc, du coup, ça, c'est un argument qui est en faveur de la théorie ou en défaveur de la théorie? Du coup, ou il est plus nuancé? Ce que eux apportent est plutôt en faveur de cette théorie. En revanche, on peut faire donc beaucoup de critiques justement sur les résultats qu'ils ont pu obtenir, qui sont du coup non pas en faveur de la théorie. Et du coup, est-ce qu'il existe des arguments qui sont directement contre? Oui, il y a aussi du coup des arguments qui sont contre. Par exemple, du coup, il y a un argument qui a été donc fait dans un premier temps, donc c'était par un physicien russe. Donc c'était pas du tout, c'était vraiment pas lié à la géologie. Lui, il étudiait l'effet d'un univers nucléaire sur la Terre. Et sa conclusion qu'il a obtenue, c'est qu'à partir du moment où on gelait donc, du coup la Terre, donc au-delà donc, du coup de 30 degrés de latitude, ça allait donc entraîner une glaciation totale de la Terre, mais une glaciation dont il serait impossible de se dégager. Donc ça, c'est quelque chose qui dit que si on gèle totalement la Terre, c'est pas possible de sortir d'une telle glaciation. Cette étude, elle a été reprise ensuite par des chercheurs qui ont trouvé qu'il y avait une tolérance qui était beaucoup plus importante, qu'on pouvait aller jusqu'à 25, voire encore plus de latitude, sans pour autant avoir une glaciation totale de la Terre. Ce qui, du coup, là, cette fois-ci, serait donc en faveur, par exemple, d'une autre théorie, qui est donc celle de la slush ball, donc, dont on pourra parler plus tard, qui dit que la Terre, elle est totalement gelée, sauf au niveau de l'équateur. Et du coup, en fait, cette théorie fait que ce serait déjà beaucoup plus simple de sortir du coup de l'ère glaciaire plutôt qu'une snowballers. Et le problème, du coup, avec les résultats qu'on trouve actuellement, il y a une critique qui est faite, c'est que c'est possible du coup d'avoir ponctuellement, par exemple, des dépôts glaciaires qui vont être au niveau de l'équateur, mais c'est pas pour autant une certitude que l'intégralité de la Terre était forcément gelée. Et c'est le seul argument contre, du coup? Non, il y a beaucoup d'arguments contre. Et en plus d'avoir des arguments contre, il y a aussi beaucoup de critiques qui sont faites sur les arguments qui sont pour. Du coup, dans les arguments qu'on peut dire pour au départ et au final qui s'avèrent être plutôt contre, c'est les caps carbonates. En fait, ce qu'on a dit, c'est que au niveau dans les océans, normalement, donc, qui sont censés devenir anoxiques, on va avoir en fait ils deviennent anoxiques parce que la matière organique, c'est-à-dire les êtres vivants qui sont morts, vont être dégradés par le O2 qui va rester dans les océans. Et en étant dégradés, ça va libérer le dioxyde de carbone qu'ils ont accumulé en fait dans leur tissu. Et du coup, en fait, mais ce qui est en fait, c'est que le vivant va plutôt favoriser du carbone 12, un isotope du carbone qui est léger. Et vu qu'il favorise ça fait que lorsque on va venir donc, dégrader la matière organique, il va y avoir une augmentation importante de la concentration, du rapport entre le carbone 12 et le carbone 13. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir observer dans les caps carbonates. Donc, ce sont des carbonates qui sont très particuliers, puisque normalement, dans les carbonates, on a plutôt un rapport isotopique 13 qui est donc supérieur, qui est prépondérant par rapport au carbone 12. Mais là, justement, c'est l'inverse. On va avoir donc un carbone des carbonates qui vont être très riches en carbone 12 et qui, du coup, seraient donc ce qui serait en fait une cause d'une très grande mortalité d'êtres vivants et donc, du coup, qui indiquerait qu'il y a bien une extinction massive, ce qui est tout à fait cohérent avec la snowballers. En revanche, ces carbonates nous donnent plusieurs choses. On trouve que ces carbonates sont, ils sont entremêlés avec des dépôts glaciaires. Et oui, c'est vrai que j'ai pas précisé une chose, c'est que ce sont pour former donc ces carbonates, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait donc un apport de calcium qui vienne des continents pour pouvoir fournir le carbonate, le calcium, du carbonate de calcium. Et du coup, il faut et pour pouvoir avoir des continents qui vont
fournir le calcium, il faut qu'on ait donc une période de dégel. Et le problème, du coup, c'est que... Il n'y a personne dans le chat. C'est qu'au niveau d'une période de dégel, on va observer en permanence des alternances entre des dépôts glaciaires et des dépôts de cap carbonate, ce qui indiquerait qu'en fait, on alterne à cette époque entre des périodes interglaciaires et glaciaires. Et ça, en fait, c'est pas cohérent avec le modèle de la Snowballers, parce que si on a totalement gelé, on peut pas dégeler comme on veut, en fait. Tu veux peut-être réagir, Jamy ? Ah non, t'étais bien parti, et puis de toute façon... Donc du coup, là de ce que moi je peux en comprendre, on a des arguments pour, on a des arguments contre, mais ces arguments pour et contre sont aussi eux-mêmes critiquables, et donc du coup, au-delà de ce modèle, ou de cette théorie de la snowball, quelles seraient les théories alternatives qui, à la fois, pourraient expliquer la présence de ces arguments-là, sans partir du principe qu'il y a une glaciation qui est totale ou quasi totale de la planète? Je te laisse commencer sur les théories alternatives. Eh bien, pourquoi pas. Donc, comme Nicolas l'avait dit tout à l'heure, il y a cette théorie qui s'appelle la Slush Ball Earth, qui est en fait, basiquement, la théorie de la Snowball Earth, mais avec de la glaciation partielle et pas partout en même temps. Je m'explique. On a de la glaciation qui est censée aller jusqu'à environ 25 degrés de latitude. C'est-à-dire que sur toute la planète, on n'aurait vraiment qu'une bande à l'équateur qui serait dégelée. Et ça tombe bien, c'est à cet endroit-là qu'à l'époque se retrouvent tous les continents. Et donc, avec ces continents-là, on peut avoir un climat continental, donc qui peut être plus chaud. Ce serait quand même bien arrangeant pour décongeler la Terre. En plus de ça, sur cette théorie, ça nous permettrait effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure Nicolas, la présence des caps carbonates qui sont alternés avec d'autres couches sédimentaires. Et ça expliquerait aussi un autre truc par rapport à la vie elle-même. Est-ce que tu peux remettre la diapositive sur les schémas de la vie, les schémas de la vie, s'il te plaît? L'histoire de la vie? Je la vois pas. Enfin bref. Donc, comme on peut le voir sur cette diapo, on voit qu'il y a différents types de vie qui sont apparus. Et il se trouve que ce serait apparu exactement pendant le cryogénien. Et il se trouve que cette glaciation aurait duré un peu plus longtemps que cette période cryogénique. Donc, comme on peut le voir sur cette diapositive, oui, on a différentes espèces différents clades qui sont apparus à cette époque-là. Et donc, on commence à avoir effectivement les premiers animaux qui vont avoir fait de la minéralisation. La minéralisation, ce sont des animaux qui se dotent d'une coquille ou d'un truc autour d'eux minéral pour se protéger. Et du coup, quand ils meurent, ils sédimentent. Exactement. D'accord. Mes cours de L1 me reviennent. En fait, ce sont des animaux qui vont simplement utiliser l'objet minéral pour se faire un squelette ou une protection. Et il se trouve que l'ère qui est juste après le cryogénien, c'est l'Ediacarien, qui tient son nom de la faune d'Ediacara, qui est un site paléontologique très connu en Australie. Comme autre théorie, à part la Slush Ball Earth... Ouais. Il y a du coup d'autres théories. C'est du coup, comme tu l'avais mentionné au tout début, il y a une théorie en fait sur l'obliquité de la Terre. Il y a une théorie en fait comme quoi l'obliquité de la Terre, donc si on se donne une référence, aujourd'hui l'obliquité de la Terre est comprise entre 21,8 et 24,4 degrés. Ce qui fait que voilà, on est assez incliné donc vis-à-vis du Soleil, mais on a une inclinaison qui est pas si forte que ça. En revanche, il y a une théorie comme quoi en fait l'inclinaison de la Terre était de 60 degrés. Ce qui fait qu'en oui, 60 degrés, c'est complètement aberrant. Et en fait, c'est une théorie qui permettrait d'expliquer pourquoi... Actuellement, on est à combien à peu près? De mémoire, c'est entre 5 et 10 degrés, c'est ça?
Aujourd'hui, là, aujourd'hui, on est entre 21,8 et 24,4. Donc, on est penché comme ça, à peu près. Et là, tu me dis qu'on est penché beaucoup plus comme ça. Ouais. Là, oui. D'accord. Aujourd'hui, on est comme ça, et là, à l'époque, on serait ce serait beaucoup. Juste pour que visuellement, on voit l'impact que ça peut avoir sur et du coup, en fait, ça permettrait d'expliquer des choses. Par exemple, on a dit, donc, au niveau de l'équateur, on voyait qu'il y avait des... a priori, on est censé avoir des dépôts glaciaires au niveau de l'équateur. On dit, c'est bizarre de pouvoir faire des dépôts glaciaires au niveau de l'équateur. Au niveau de l'équateur, il est censé faire chaud. Et du coup, cette théorie, ça nous fait quoi? Nous fait que si on est plus incliné, dans ce cas, ce qui se trouve au niveau de l'équateur aujourd'hui, c'était pas au niveau de l'équateur, c'était en fait à une latitude plus importante. Et donc, étant à une latitude plus importante, c'est pas si anodin, c'est plutôt anodin qu'il y ait des glaciations. Et du coup, c'est une théorie en fait qui a apporté. Après, cette théorie, elle est assez fortement critiquable parce que du coup, déjà, au niveau de... ça permet pas d'expliquer, par exemple, la présence de cap carbonate, parce que du coup, si on ne parle pas d'une glaciation globale, on va avoir du mal à expliquer en fait la présence des cap carbonate. Il y a aussi du coup, tout ce qui est au niveau de variation du taux de carbone 12, donc, qui est lié encore une fois aux extinctions massives de la vie. Il y a beaucoup d'incohérences en fait que ça crée. Il y a quoi d'autre que j'avais noté? Voilà. Et aussi, du coup, pareil aussi, ça permet pas d'expliquer les bifs. Ça permet pas non plus du coup d'expliquer la formation des bifs, puisque si on dit que la glaciation, en fait, il n'y avait pas de véritable glaciation, que c'est juste parce que en fait, cette zone se trouvait au niveau des pôles, par exemple. Dans ce cas, on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait des bifs un petit peu partout sur Terre à cette époque. Donc ça, c'est une théorie qui a été proposée et qui aujourd'hui est assez peu appréciée. Une autre théorie là, qui est assez sympathique, c'est la dislocation continentale. À cette époque, c'est pour ça que justement j'avais sorti ce diaporama. Donc à cette époque, on était sur la Rodinia, qui était un supercontinent. Et en fait, il y aurait du coup une dislocation qui serait faite ici, et une dislocation qui serait faite ici. Et ces dislocations, en fait, donc une double dislocation qui va permettre d'avoir une grande surface en fait de continent et qui va avoir une forte tectonique. Et ces fortes tectoniques va entraîner la formation de grands plateaux. Et étant du coup des plateaux qui sont très élevés, et vu qu'ils sont très élevés, on va facilement en fait former de la neige dessus. Et la neige va donc permettre d'avoir une augmentation de l'albédo pour entraîner du coup une glaciation importante. Et au niveau du coup de ça, cette théorie permettrait du coup d'expliquer la formation de fer rubané, non pas comme on la voit en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les fers rubanés comme étant des formations qui se font donc dans des eaux oxygénées, donc dans une eau oxygénée après donc un épisode anoxique. Là, cette fois-ci, en fait, il verrait les fers rubanés comme étant plutôt des agrégats en fait de fer qui se formeraient par évaporation et non plus en fait par évaporation et ensuite après qui se ferait au niveau des fonds de mer isolés et non pas donc au fond des océans comme on l'étudie aujourd'hui en fait. J'apporterai quelques précisions quand même à propos de ça. En gros, cette théorie pour les bifs, ça viendrait à dire que simplement avec le réchauffement de la Terre, le fer aurait cristallisé en dépôts un peu partout, un peu comme du sel. Voilà, je voulais rapporter ça en plus, et j'avais aussi un autre truc avant, mais... Et c'est pas possible, cette cristallisation, je vois qu'elle te fait rire, c'est une cristallisation comme ça de fer sur la Terre avec l'évaporation de l'eau, elle serait pas envisageable du tout? Si, c'est envisageable, c'est juste que c'est aujourd'hui, c'est pas la version qui est admise en fait. Aujourd'hui, on admet plutôt du coup la formation de bif au fond des océans, mais c'est notre vision en fait. Justement, sur la théorie de la Snowball Earth, comme les théories alternatives qui existeraient, la communauté scientifique, elle se positionne comme ça. Alors, je comprends bien qu'il n'y a pas de consensus,
Mais si on devait faire un partage, entre guillemets, aujourd'hui, la théorie majoritaire, c'est elle qui semble être la plus convaincante d'après les géologues, ça serait laquelle? La snowballer, c'est aujourd'hui la théorie qui est donc, la plus communément admise. Après, donc, il y a quand même aussi beaucoup de partisans de la slush ball. Donc, il y a en fait la théorie de l'obliquité et celle du coup de la fragmentation continentale elles sont totalement dérisoires comparées aux autres. Il y a vraiment deux vraies théories. Il y a Snowball Earth et il y a les slush balls. Donc, soit c'est totalement gelé, soit c'est totalement gelé, sauf au niveau de l'équateur. Voilà, il y a deux camps au final. D'accord, super. À savoir que la majorité. Non, mais vas-y, Jamie, si tu veux ajouter, n'hésite pas, n'hésite pas. À savoir que la majorité des arguments qui sont pour la slush ball Earth, en fait, sont simplement des arguments contre la snowball Earth. C'est-à-dire que la slush ball se met plus comme une théorie par défaut autre que la snowball Earth. D'accord, donc c'est pas deux théories qui sont concurrentes et qui éventuellement partageraient des arguments, c'est vraiment deux théories très polarisées avec les arguments de l'un qui sont en défaveur de l'autre et inversement. C'est ça. Donc on a une théorie et une anti-théorie presque. Voilà. Alors, je pose une question qui n'a peut-être pas de réponse, c'est quels seraient les éléments de preuve qui viendraient infirmer ou confirmer la théorie de la snowball Earth? Quelle serait la preuve idéale pour valider ça ou l'invalider? Alors, du coup, il y a une preuve qui est intéressante. Par exemple, c'est déjà, il y avait les caps carbonates qu'on avait pu voir. On avait, donc, comme on l'a dit, il y a des alternances entre donc, des formations de caps carbonates et des sédiments glaciaires, ce qui tend à indiquer qu'il y avait donc, des épisodes glaciaires et interglaciaires qui se suivaient, et ce qui est donc totalement incohérent avec une snowball Earth. Donc, du coup, ça, c'est donc déjà un premier argument qui tend à infirmer cette théorie. Et il y a aussi, par exemple, comme on avait pu dire au début, le taux de CO2 qui est estimé, qui est totalement dérisoire, enfin qui est totalement, il est juste totalement délirant, ce taux de CO2 qu'il faudrait. Et donc les études qui ont été faites sur les isotopes radioactifs pour pouvoir déterminer quel était le taux de dioxyde de carbone de l'époque, tend à montrer qu'on avait un dioxyde de carbone qui était beaucoup moins important. Et donc du coup, en fait, le moteur en fait qu'on donne, donc le volcanisme, pour pouvoir sortir d'une snowball Earth, ce moteur est aujourd'hui plutôt effondré en fait. Il y a un moteur alternatif là, qui est proposé, qui est donc les pergélisols, enfin la fonte des pergélisols qui va permettre de libérer du méthane. Et donc le méthane qui justement nous permettrait aussi d'expliquer la formation, la formation des caps carbonates. Mais du coup, ça en fait, ça alimente plutôt la théorie qui est celle de la slush ball. Donc en fait, ça alimente plutôt la concurrence de la snowball Earth. Jamie, tu avais l'air de vouloir réagir. D'accord. Non, c'est bon. Bon, je pense qu'on va arriver tranquillement vers l'étape de conclusion. S'il fallait tirer un mot de la fin, si les gens qui nous regardent devaient tirer un mot pour terminer cette conférence, qu'est-ce que ce serait d'après vous? Je dirais... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque part forcément eu de la glace sur Terre pendant une très très longue période sur le néoprotérozoïque. Que ce soit entièrement sur la planète ou en partie, elle a été là, on le sait. C'est ça que je voulais préciser tout à l'heure aussi. Je fais une petite aparté sur cette conclusion. Je voulais préciser que la majorité des arguments qui sont pour la slush ball et contre la snowball, en fait, ce sont, comme on a pu le voir avec les BIF et les cap carbonates, des arguments de régularité, en fait. On ne peut pas concevoir une snowball Earth sur un temps aussi long. C'est pas possible d'avoir une Terre complètement gelée sur aussi longtemps. Et une conséquence aussi de l'argument des volcans avec la quantité de CO2 absolument énorme dans l'atmosphère, c'est que ça aurait acidifié les océans. Et donc, on n'aurait pas du tout la vie qu'on a aujourd'hui.
les océans auraient été hyper acides, ce qui aurait aidé à dissoudre tous les carbonates, et donc on n'aurait pas retrouvé des caps carbonates comme on a aujourd'hui. Nico, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est du coup qu'au final, tous les arguments qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas d'argument qui fait vraiment mouche. On est toujours près, il y a toujours débat parce que les données, on est dans les sciences naturelles, on est dans les sciences qui sont expérimentales, il n'y a rien qui est sûr. Toutes les valeurs à chaque fois c'est fiable, à peu près fiable, pas très fiable, on ne sait pas trop. Faut se dire qu'il y a encore 60 ans de ça, pour la tectonique des plaques, ça n'existait pas. Donc, voilà, la géologie, c'est une science qui évolue beaucoup aujourd'hui. Et donc, ce qu'on dit aujourd'hui, on dira peut-être pas la même chose dans 1 an ou 2 ans. Donc, faut pas essayer de se braquer totalement. Et faut toujours rester prêt à écouter de nouvelles hypothèses. Et voilà, faut pas se dire qu'une personne a raison, qu'une personne a tort. Il peut y avoir des théories des hypothèses qui peuvent se mélanger. Il y en a, de toute façon, dans tous les cas, on a toujours un modèle, il faut toujours l'améliorer. Il y a sans doute pas encore de modèle qui est totalement parfait. Il faut juste laisser faut juste laisser le temps en fait. D'accord, merci à vous deux d'avoir participé à cette conférence. Je vais terminer en souhaitant à toutes les personnes qui nous regardent une très bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine où on va parler vulgarisation scientifique. Et je crois que c'est le 10 décembre. Donc, vous pouvez suivre la communication sur cette dernière conférence sur les différents réseaux sociaux de l'association. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre un petit like si c'est pertinent. D'ici là, bonne soirée, à très vite et au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.